Bien bonjour, aujourd'hui, deuxième chapitre de notre activité 5, le processus d'approvisionnement. Je vous préviens, ça va être un chapitre assez long, car on va voir à la fois comment passer et suivre des commandes, voir comment les contrôler et pour finir, évaluer les différents fournisseurs. Chapitre 13, le processus d'approvisionnement. Avant de passer commande, il va falloir dans un premier temps gérer les stocks. Qu'est-ce qu'un stock? C'est un régulateur entre l'approvisionnement, la production, si j'ai bien entendu une activité de production, de transformation de matières premières en produits finis, et la vente et distribution de mes produits. Deux objectifs pour cette gestion. Un premier objectif de sécurité. Tout simplement, l'idée c'est de minimiser les risques de rupture de stock. Car si je n'arrive plus à m'approvisionner en matières premières, par exemple, si je suis un boulanger et que je n'arrive plus à avoir ma farine, évidemment, je ne peux plus produire de pain. J'ai donc un arrêt de la production, dans le cas toujours pareil d'une activité de transformation. Et si mon boulanger ne peut plus proposer son pain, mes clients vont être insatisfaits, ce qui va entraîner indirectement une baisse du chiffre d'affaires et une détérioration de mon image. Deuxième objectif, c'est un objectif financier parce que tout simplement, mes stocks, ça coûte cher. Les différents coûts, c'est le salaire du personnel qui gère ces différents stocks. Si je change cette fois-ci d'entreprise et que je prends une entreprise à Jarry par exemple, vous le savez, comme des grands groupes comme But ou Conforama, je vais avoir un deuxième espace de stockage. Là, ils nous envoient des fois pour récupérer des produits. Et là, dans ces cas-là, j'ai donc du personnel à payer, l'achat ou la location de ces entrepôts, plus tout le matériel de manutention. Et dans ces stocks, dans en tout cas ces entrepôts, je vais également avoir mes produits qui s'y trouveront, qui pourraient avoir des détériorations ou encore une obsolescence. Mes produits qui vont dépasser la date limite de consommation. Et dans ce cas-là, c'est également une perte supplémentaire pour mon entreprise. Le problème de ces deux objectifs, c'est qu'ils vont avoir des contraintes contradictoires. Tout simplement parce que si je prends le cas où je veux avoir beaucoup de stock, l'idée c'est évidemment d'éviter la rupture et donc continuer d'avoir la satisfaction de mes clients, tout ça. Mais le problème c'est que plus j'ai de stock et plus je devais donc avoir un coût financier important. C'est donc deux objectifs qui vont avoir une contradiction dans leur finalité. Pour bien comprendre cette gestion des stocks, je vais avoir des calculs à réaliser et qui vont concerner ce qu'on appelle les niveaux de stock. Vous avez un graphique à la page 194 de votre manuel qui va vous permettre de bien comprendre et également un exercice à réaliser pour la semaine prochaine. Premier niveau de stock à comprendre, c'est ce qu'on appelle le stock minimum, qui est représenté ici par la différence entre la ligne rouge et la ligne orange. Donc, qu'est-ce que le stock minimum? C'est le niveau de stock qui me permet de faire face à la consommation pendant un délai de livraison. Donc, je dois donc calculer la consommation prévisionnelle. Je sais que j'ai tant de produits qui partent de mon entreprise tous les jours et je sais que mon fournisseur a un délai de 4 jours, 5 jours pour fabriquer et me livrer le produit. Je dois donc savoir combien de produits je dois garder pour pouvoir faire face à tout ça. J'ai un deuxième niveau de stock qui est le stock de sécurité qui est représenté ici par la ligne rouge. Celui-ci c'est tout simplement en cas de retard de livraison ou d'accroissement de la demande pour X raisons, toujours pareil, je m'accorde une petite sécurité en nombre de produits pour faire face à ces différents problèmes. Et si j'additionne ces deux niveaux de stock, j'obtiens ce qu'on appelle le stock d'alerte, qui est représenté ici par la ligne orange. Et celui-ci, c'est simplement le niveau de stock qui va entraîner le déclenchement de la commande. Dès que mon nombre de produits dans ma réserve passe ce niveau-là, automatiquement, en tout cas, il va falloir que je passe commande auprès de mon fournisseur pour pouvoir assurer, en tout cas éviter la rupture de stock. J'ai voulu reprendre un petit peu EBP et votre SP numéro 1 pour vous illustrer où est-ce que ça se traduit ces différents niveaux dans un PGI. Et donc dans votre fiche article, quand vous aviez créé les différents articles de l'entreprise, vous deviez aller dans l'onglet stock, vous deviez déjà gérer les stocks. Là c'était une première erreur de certains. Et vous deviez renseigner également deux niveaux de stock. Les quantités minimum qui correspondent exactement à notre stock minimum
et un autre niveau de stock qui est ce qu'on appelle la quantité maximum. Là, c'est simplement pour le logiciel qu'il puisse calculer exactement combien d'articles il doit commander auprès du fournisseur. Dès que vous passiez justement le seuil de réapprovisionnement, le logiciel allait vous envoyer un petit message. Vous passiez une commande automatique, parce qu'il y avait justement une question que nous n'avons pas pu réaliser au cours de cette SP numéro 1, et le logiciel calculait tout simplement combien il y avait d'articles et combien il pouvait avoir justement dans ses stocks, donc en faisant la différence entre quantité maximum moins le nombre d'articles en stock, et il savait qu'il devait commander par exemple 900-950 produits auprès du fournisseur. D'autres niveaux de stock également à connaître, ce qu'on appelle dans un premier temps les stocks réels. C'est tout simplement les stocks physiques, réellement présents quand vous allez dans votre entrepôt et que vous voyez les produits en face de vous. Mais ces stocks réels, si on part du principe que vous avez donc 100 produits dans votre réserve, peuvent être impactés par différents éléments. Premier élément, tout simplement parce que je peux avoir des clients qui me passent commande. Voilà. On m'envoie un email ou un coup de téléphone pour me dire « je vais vous commander 10 produits ». Donc on est d'accord que réellement j'ai toujours 100 produits, mais les stocks qu'on va appeler disponibles ne sont plus que de 90 produits. D'accord ? Ils sont toujours 100 physiquement dans mon entrepôt, mais je sais que j'en ai 10 qui sont réservés pour une autre personne. Mais ces stocks disponibles et stocks réels peuvent être également influencés par un deuxième élément, le fait que je puisse tout simplement passer commande auprès d'un nouveau fournisseur. Voilà, je sais que par exemple mon stock réel, mon seuil de réapprovisionnement c'est justement 100. J'ai passé donc la barre à 90, je dois commander donc à nouveau des produits auprès de mon fournisseur. Je commande donc 100 nouveaux produits, ce qui fait que ce qu'on va appeler stock virtuel, je passe donc à 190 produits. Ils ne sont pas face à moi, mais virtuellement, je sais que je vais avoir 190 produits. C'est typiquement le type d'information que le vendeur va avoir en face de vous quand vous allez justement acheter un produit. Il va vous dire « ah ben si, j'en ai encore en stock ou pas », ou qu'il pourrait également vous dire « je n'en ai plus en stock, entre parenthèses réel, mais je sais que je vais justement en recevoir d'ici 2 semaines parce que je sais que le prochain conteneur va arriver dans 2 semaines et que le produit que vous me demandez est justement dedans ». Comment ça se traduit ceci sur EBP, toujours pour pouvoir illustrer un petit peu plus? Eh bien, c'est simplement quand vous avez toutes les fiches articles en face de vous et que je vous avais demandé de vérifier tout ce qui était lié au stock virtuel et stock réel. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai justement une différence entre mes stocks virtuels et mes stocks réels. Je sais donc que globalement, si c'est inférieur, je sais que ce sont donc des articles que j'ai mis en réserve pour une prochaine commande, que je n'ai toujours pas livré. C'est la raison pour laquelle mes stocks réels, donc ces produits-là sont toujours présents dans mon entrepôt. Par contre, ils ont été réservés pour un certain nombre de clients. Ici, simplement pour préciser que stock disponible n'est pas renseigné sur EBP, tout simplement pour ne pas rajouter des informations sans doute. Mais sachez que voilà, ces 3 niveaux-là existent néanmoins, mais généralement, on va simplement parler de stock réel et de stock virtuel dans une entreprise pour faciliter cette lecture-là. Une fois qu'on a compris ces différents niveaux de stock, maintenant il faut savoir à quel moment je passe commande auprès de mon fournisseur. Et ici, je vais avoir 2 éléments qui vont varier. C'est la date, à quelle date je lui passe commande, et aussi à quelle quantité. Et là, j'ai donc plusieurs méthodes pour savoir quand et combien je vais passer commande. Première méthode, on l'appelle la méthode du point de commande. Ici, c'est la date qui est variable. Je vais donc commander peut-être 2 fois, 3 fois ou 4 fois dans le mois. Ça, je ne sais pas du tout. Par contre, je vais toujours commander la même quantité. Qu'est-ce qui va influer sur ma quantité? C'est mon stock d'alerte. Dès que je vais descendre en dessous du niveau qui va, pour faire face justement à la demande et à des risques de retard de livraison, je déclenche ma commande. Par contre, je ne sais pas encore à quelle date. Par exemple, dans les cafés, hôtels et restaurants, ou surtout les restaurants, tout ce qui est lié au vin ou aux spiritueux, je vais avoir cette méthode-là. Je vais toujours commander le même nombre de bouteilles dès que je vais atteindre mon stock d'alerte. Par contre, comme je ne peux pas anticiper quelles bouteilles mes clients vont acheter parce que c'est très, très variable, je vais commander à des dates qui seront totalement différentes.
Deuxième méthode, la méthode de recomplètement. Cette fois-ci, c'est à date fixe. Par contre, c'est ma quantité qui va rester variable. Là, c'est toujours mon stock d'alerte qui va donc déclencher ma commande et également mon stock maximum qui va définir la quantité. Là, l'exemple toujours pareil dans mon restaurant, c'est tout simplement mes denrées alimentaires pour réaliser mes différents menus. Je sais que tous les soirs, mon chef de la cuisine va passer commande auprès de son fournisseur, donc c'est à date fixe. Par contre, les quantités qu'il va donc commander va dépendre de ce qu'il aura vendu comme plat dans la journée. Dans la restauration, on ne peut pas du tout anticiper combien de clients on va avoir tous les jours et encore moins ce qu'ils vont commander eux à manger. Et donc tous les jours, je sais que je vais quand même avoir besoin de renflouer mes réserves. Par contre, je ne sais pas du tout combien de poissons ou de viande, en tout cas, je vais devoir recommander par la suite. Ces deux méthodes sont dites de flux poussé parce que je dois anticiper la demande. D'accord, j'anticipe. Et ça va concerner des produits qui sont généralement coûteux, périssables comme l'exemple que je viens de vous donner dans la restauration, encombrants et qui dans tous les cas sont à une consommation régulière. Troisième méthode, ce qu'on appelle la méthode dite calendaire. Là, c'est à la fois la date et les quantités qui sont fixes. Je vais avoir ici tous les produits avec une consommation régulière et constante. Je vais généralement avoir des contrats de livraison avec mes fournisseurs. Et c'est là que je vais avoir, par exemple, on peut essayer de supposer que les stations-service connaissent exactement combien d'essence elles vendent tous les jours. Il n'y a pas de réelle concurrence en Guadeloupe par rapport aux stations parce que c'est le même prix de partout. Du coup, elles savent que tous les mois ou toutes les 2 semaines, elles vont avoir tant d'essence qui vont arriver pour pouvoir être réapprovisionnées. Et quatrième et dernière méthode, la méthode dite de juste à temps ou encore ce qu'on appelle les 5 zéros. Là, autant les dates que les quantités sont variables parce qu'on appelle ça également la méthode de flux tendu. C'est la demande qui déclenche la commande. Là, on ne va pas essayer d'anticiper. C'est dès que mon client arrive et me passe commande que moi, je vais déclencher ma commande auprès de mon fournisseur. Les 5 zéros, c'est 0 panne, 0 délai, 0 papier, 0 stock, 0 défaut. On est dans du management pur et c'est Toyota, si je ne me trompe pas, qui avait mis en place dans un premier temps cette méthode-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette méthode beaucoup dans le secteur automobile ou encore aéronautique. D'accord ? Je sais que pour mes Airbus, par exemple, on est... Dernier élément qu'on va aborder par rapport à la gestion des stocks, leur contrôle. Ici, simplement un élément, une mission que les tuteurs aiment bien donner aux stagiaires de première année, ce sont les fameux inventaires. Alors ces inventaires sont généralement périodiques, donc tous les mois, tous les 2 mois, tout dépend justement de la main-d'œuvre que j'ai à ma disposition, mais elles sont obligatoirement annuelles. Pourquoi on fait des inventaires? C'est simplement pour pouvoir contrôler que les stocks numériques, c'est-à-dire qui sont au niveau de mon PGI, informatiquement, correspondent exactement à ce que je vais avoir dans mes stocks physiques, mes stocks réels, donc au niveau de ma réserve. Et ils sont obligatoirement annuels. Vous avez forcément déjà entendu parler des entreprises qui sont fermées pour inventaire annuel, justement. Généralement, quand on approche la fin de l'année, c'est pour pouvoir fixer la valeur du stock présent dans l'entreprise. Exactement. On parle également de valorisation du stock. C'est simplement une vérification comptable. Vous avez vu que, si vous vous souvenez bien, quand on avait réalisé le bilan de l'entreprise, dans l'actif de son patrimoine, je vais avoir une ligne stock qui va correspondre justement à cette valorisation du stock. Donc, comme mon bilan comptable est annuel et obligatoire, mes entreprises vont donc fermer généralement pour pouvoir réaliser cet inventaire et faire cette vérification comptable. Et pour pouvoir vérifier mon stock numérique qui soit égal à mon stock physique, il va falloir que je contrôle ce qu'on appelle la démarque. Alors la démarque, c'est tous les événements qui peuvent faire qu'il y ait justement une différence entre mon stock numérique et mon stock physique. Premier type de démarque, on a la démarque connue. Ce sont donc des produits qui ne sont plus en stock pour des raisons qui sont identifiées. Je sais exactement pourquoi il y a une différence entre mon stock numérique et mon stock physique.
Ça va être des démarques volontaires, c'est-à-dire mes articles soldés ou en promotion. Quand j'ai besoin justement de libérer de l'espace dans ma réserve, je vais mettre justement dans l'allée principale, dès que je rentre dans le magasin, tous ces articles-là. Ou encore involontaire, c'est-à-dire la casse qui a été signalée ou encore les produits périmés. Ça peut arriver, je casse un produit, c'est donc connu et je vais donc avoir un stock physique qui sera moins important que numérique, parce que si je ne dis pas à mon ordinateur que j'ai cassé justement un article, on va croire qu'il est toujours présent. Mais je vais également avoir une démarque inconnue. Ce sont toutes les erreurs de caisse, ou encore lors de la réception des commandes, parce que l'erreur reste humaine et que je vais préciser que j'ai reçu 5 produits alors que j'en ai reçu que 4. Et également tout ce qui est lié au vol ou à la consommation sur place. Voilà, je rentre dans un magasin, un supermarché, je prends une canette de coca que je consomme dans le magasin. Évidemment, ce n'est pas à faire. Simplement, c'est que à un moment donné, vous comprenez que le stock physique et le stock numérique de ce magasin-là sera différent parce que un produit aura disparu. Il va donc falloir que je le signale à un moment donné à mon ordinateur. Pour aborder le deuxième point, simplement reprendre notre processus d'achat et refaire une différence entre processus d'achat et processus d'approvisionnement, donc le thème de notre chapitre. Simplement pour vous rappeler, un achat, c'est lorsque j'achète pour la première fois un produit, et c'est là que je vais avoir le processus que vous avez sous les yeux, définition du besoin, etc. etc. Tandis qu'un approvisionnement, j'ai déjà réalisé ce processus-là et je vais simplement repasser une nouvelle commande. Au moins, donc c'est la deuxième commande que je vais passer auprès de mon fournisseur. Et puis voilà. Et donc là, simplement pour préciser que cette passation est suivie de commande, eh bien c'est exactement la même que si c'était mon premier achat, que si c'était mon deuxième achat. Donc on va retrouver ce qui va suivre dans les deux cas. Donc mon grand 2 suivi de la commande. Là, votre manuel à la page 196 est très bien fait, donc je vais simplement reprendre des impressions écran de votre manuel et on va les commenter ensemble. Premier élément que votre manuel présente, ce sont les événements probables entre la commande et la livraison. J'ai donc 3 éléments qui resteront toujours inévitables. D'accord ? Grand 1, je vais donc passer ma commande et je vais simplement remplir un bon de commande pour l'envoyer à mon fournisseur, exactement comme nous l'avons vu sur EBP. Phase numéro 2, je vais attendre ma livraison. Mais pendant cette attente, je vais quand même contacter mon fournisseur, tout simplement pour m'assurer qu'il n'y a aucun problème. J'essaie d'anticiper, parce qu'en fonction du problème qu'il peut se poser et surtout par rapport aux achats que je suis en train de faire, ça peut être très important. Évidemment, si c'est pour des ramettes de papier, c'est pas important, je n'ai pas besoin de prendre contact avec mon fournisseur. Par contre, si c'est pour m'assurer de recevoir ma farine pour l'élaboration de ma baguette, là par contre ça peut peut-être valoir le coup de le contacter pour anticiper les problèmes. Et la phase numéro 3, à la date de la livraison, eh bien nous allons voir tout ceci, donc dans ce chapitre 13, ça sera la suite, ça sera notre grand 3. Et j'ai donc comme proposition 3 événements probables entre commande et livraison. C'est pour ça que vous avez ici, si un retard est annoncé, si un besoin imprévu de quantité supplémentaire donc de ma part, ou si la livraison est en retard. Petit a, petit b et petit c. Et donc faites bien attention, j'ai 2 éléments avant la date de livraison et un 3e élément où ce sera à la date de la livraison. Donc pour commencer tout simplement, pour mon petit a avant la date de livraison, si un retard est annoncé, je regarde mon stock de sécurité. Et c'est à moi d'évaluer est-ce que je vais être en rupture de stock ou pas. Et là, j'ai donc 3 options. Soit je patiente parce que j'estime que ce stock de sécurité est suffisant. Soit je vais commander auprès d'un nouveau fournisseur. Et là, je vous renvoie au chapitre 10 où justement j'ai fait ma recherche. J'ai donc évalué plusieurs fournisseurs. Et peut-être que je peux regarder qu'il y avait un deuxième fournisseur qui pouvait potentiellement me plaire. Je ne l'ai pas retenu parce que j'en avais un autre qui était meilleur. Mais là, j'ai déjà sous le coude en quelque sorte une personne à contacter, voir est-ce qu'il ne pourrait pas me dépanner beaucoup plus rapidement. Et autre élément bien sûr, comme c'est quand même un engagement que mon fournisseur n'a pas respecté, je pourrais penser à demander à des compensations financières auprès de lui. Deuxième situation probable, c'est donc moi un besoin de quantité supplémentaire. J'ai donc une augmentation
de ma demande. C'est donc le deuxième cas de figure pour pouvoir justement définir mon stock de sécurité. Donc je regarde à nouveau, est-ce que ce stock-là est suffisant? Si je prends le contexte actuel, vous doutez bien que le stock de sécurité pour le gel hydroalcoolique ou pour les masques est insuffisant par rapport à la hausse de la demande que personne n'avait pu réellement, on va dire, anticiper. Et donc là, j'envoie un nouveau bon de commande supplémentaire pour pouvoir donc être livré, si possible, avec une seule livraison. Et voir s'il ne pourrait pas éventuellement me réduire ce délai-là. Globalement, c'est quand vous suivez l'actualité, c'est ce que tout le monde se demande. Quand est-ce qu'on va recevoir les masques et les gels hydroalcooliques, etc., etc. Et dernier événement probable, à la date de livraison. Si la livraison est en retard sans que cela ait été annoncé, donc là je constate que je devais recevoir aujourd'hui mes produits, mais ce n'est toujours pas le cas, et personne ne m'a prévenu, mon fournisseur ne m'a même pas passé un coup d'appel. Là, à nouveau, dans tous les cas, je regarde mon stock de sécurité. Vous doutez bien que ça va entraîner une perte de confiance, en train de me dire il aurait au moins pu me prévenir de ce retard. Et là, je retourne exactement dans le petit tas. Je regarde si je peux patienter. Je regarde, donc oui, patienter par rapport à mon stock de sécurité que je juge suffisant. Je peux voir auprès d'un autre fournisseur et bien entendu, je vais demander des compensations financières auprès de mon fournisseur qui ne m'a même pas appelé pour me prévenir. Et donc toujours proposer au niveau de votre manuel quels outils à mettre en œuvre pour assurer ce suivi. Alors déjà je précise que ces outils sont à réaliser sur Excel seulement si l'entreprise ne dispose pas de PGI au sein de cette entreprise ou encore si elle n'a pas cette option qui est proposée par le PGI. Donc premier outil, un tableau de suivi des commandes. Là je retrouve mes différents documents commerciaux, mon bon de commande, mon bon de livraison et ma facture, où je vais avoir des dates avec également des numéros, donc le code de ma facture, sa date, éventuellement donc mon fournisseur et différentes références avec les articles que j'ai pris et leur quantité, et le total justement de cet achat-là. Les différentes livraisons prévues et réelles pour pouvoir constater un retard, et également au niveau de ma facturation, numéro de facture, date et total. Sur un PGI, c'est beaucoup plus simple et j'ai même beaucoup plus d'informations. C'est là où, par exemple, sur EVP, je retrouve ici à nouveau mes différents documents commerciaux et vous constatez que j'en ai évidemment beaucoup plus en partant du devis jusqu'à l'avoir. Mais je retrouve néanmoins commande, bon de livraison et facture où je sais si justement ma commande a été livrée et où j'ai d'autres informations comme les différentes dates si je clique sur ces différents onglets. Donc beaucoup plus de détails et d'informations que sur Excel. Néanmoins, ici, c'est un outil assez intéressant qui me donne déjà des informations pour pouvoir suivre ces commandes-là. Deuxième outil également à avoir sur Excel, un planning de suivi des commandes, où ici je vais donc avoir tout simplement un calendrier, mes différentes commandes passées auprès de mes fournisseurs, et j'ai 4 dates que je vais préciser, date de ma commande, date de livraison prévue, et s'il a un retard ou si également il a une avance. Ces informations me permettront de constater justement différents problèmes pour pouvoir faire des demandes de compensation financière et également pour le dernier point que nous allons voir, à savoir l'évaluation de mes différents fournisseurs. Et pour terminer sur mon processus d'achat, il me manque la dernière étape, le contrôle des achats. C'est exactement ce point-là que nous allons aborder, qui correspond donc autant pour le processus des achats que le processus d'approvisionnement, donc notre chapitre. Après avoir passé ma commande, je contrôle ce que j'ai acheté auprès de mon fournisseur. Je vais donc avoir maintenant 2 contrôles à réaliser. Premier contrôle, contrôle des livraisons quand ils arrivent dans mon entreprise. Et j'ai pour cela 2 niveaux. Un niveau opérationnel, c'est-à-dire physique. C'est là que je vais faire appel à mon stagiaire en général, qui va dans un premier temps vérifier les colis et voir est-ce qu'ils sont endommagés ou pas. Si le colis est endommagé, il va mettre ce qu'on appelle des réserves sur le bon de livraison et préciser que le colis a été endommagé, voire aller jusqu'à refuser les marchandises si le colis est vraiment très détérioré. Vous vous souvenez, je vous avais précisé que à partir du moment que vous signez
le bon de livraison, vous engagez en fait à accepter les marchandises telles qu'elles sont et vous n'aurez plus aucun moyen de recours si au moment où vous allez ouvrir le colis, il y a des produits qui sont cassés. Et une fois que vous avez donc vérifié les colis, vous allez vérifier les quantités et la qualité des produits avec le bon de livraison. Quand je parle de quantité, ça reste facile. La qualité, c'est est-ce que j'ai bien les articles que j'ai commandés, donc la bonne référence qui sont donc présentes dans mon article, dans mon colis, pardon. Et au niveau administratif, là, je dois regarder la concordance entre mon bon de commande, mon bon de livraison et ma facture. Et là, je dois regarder, toujours pareil, les quantités et les références des produits. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié d'une remise? Est-ce que tout coïncide entre ces trois documents commerciaux? En fonction d'une anomalie, nous avons 48 heures suite à cette livraison pour pouvoir le signaler au fournisseur. Et deuxième contrôle, le contrôle des règlements. Vous avez à la page 220 le processus donc d'approvisionnement où je vais donc retrouver ma tâche comptable en fin de processus. Et ici, avant donc de valider le règlement, parce que je vous rappelle que d'un point de vue comptable, une facture, donc la facturation et les règlements sont donc deux opérations totalement différentes. Avant de valider un règlement, j'ai donc des éléments à vérifier. Premier élément à vérifier, la date d'échéance à respecter pour maintenir de bonnes relations. À quelle date je dois payer mon fournisseur? Deuxième élément, le solde bancaire pour anticiper un découvert ou un défaut de paiement. Donc est-ce que je vais être capable de payer mon fournisseur à la date justement où je dois régler ma facture? Et si j'anticipe, et on va voir un peu plus tard des calculs pour pouvoir calculer cette anticipation, je dois contacter mon fournisseur pour déjà lui demander un report d'échéance. On avait négocié un paiement à 30 jours et je vais déjà essayer de voir avec lui est-ce que je ne peux pas négocier un délai à 45 jours. Et dernier élément, si je sais qu'il y a eu un problème soit au niveau des marchandises suite à mon premier contrôle ou encore un problème de facturation, je dois également là contacter mon fournisseur pour lui faire une demande d'avoir. Donc voici ces trois vérifications avant que moi je valide mon règlement d'un point de vue comptable. Quels sont les enjeux de ces deux contrôles précédents? Premièrement, d'acheter en qualité et en quantité suffisante auprès de mon fournisseur. Comme nous avons vu en chapitre 11, l'objectif c'est comme d'avoir une bonne relation avec son fournisseur, relation de confiance jusqu'à un partenariat ou une collaboration très étroite, et avoir une trésorerie saine sans découvert bancaire. Pour terminer sur ce grand 3, votre manuel encore une fois est plutôt très bien fait, avec deux éléments. S'il y a une erreur ou un manquement, comment contacter votre fournisseur? Et là, vous avez donc à la page 222 un certain nombre d'informations qui sont très bien faites. On vous dit donc le type d'erreur ou de manquement constaté, donc au niveau quantitatif, qualitatif, tarifaire, les différents délais. Donc vous avez toutes les possibilités. On vous dit comment constituer votre message, quelles sont les informations importantes à mettre, et également le moyen de communication. Et on vous précise qu'il vaut mieux avoir une trace avec un courriel, avec une pièce jointe ou encore le fax, le courrier qui est un petit peu lent et le téléphone qui n'a pas de trace écrite. Donc, quel est donc le moyen à privilégier? Cas de figure, si vous avez donc un report d'échéance par rapport à différentes raisons, toujours pareil, que mettre dans votre message et également quel est le mode de communication à utiliser. On revient toujours sur le courrier ou encore le courriel. Cette fois-ci là, le courrier ça peut aller. Par contre, le fax et le téléphone, encore une fois, surtout le téléphone, ce n'est pas assez formel, il n'y a aucune preuve. Nous allons aborder cette fois-ci notre dernier grand point du processus d'approvisionnement, l'évaluation des fournisseurs. Donc, pourquoi j'évaluerai mes fournisseurs alors que j'ai déjà évalué au moment de ma recherche? Eh bien, voici plusieurs enjeux. Premier enjeu, maintenir mon niveau de qualité dans la production et dans les services proposés. Tout simplement parce que mon fournisseur, même si cela fait 10 ans que je travaille avec lui, il est peut-être possible qu'à un moment, la qualité de sa prestation ou des produits qu'il me fournit soit en baisse. Dès qu'il y a un dysfonctionnement, moi, je dois réagir au plus vite, parce que cela va forcément avoir des conséquences sur mon entreprise à moi également. Troisième enjeu,
améliorer mon offre en continu, surtout si je suis une entreprise certifiée ou en passe de l'être. Vous avez vu et vous verrez surtout l'année prochaine que je peux être dans une entreprise qui soit certifiée à la norme ISO, donc tout dépend parce qu'il y a plusieurs normes bien entendu, ou parce que je suis une entreprise qui est labellisée agriculture biologique ou qui souhaite l'être. Vous comprenez que je dois faire très attention à la qualité de ce que me fournissent mes différents fournisseurs. Également, l'objectif est d'éviter des risques de rupture, de dépendance ou d'image, risque de rupture de stock parce que mes fournisseurs font faillite par exemple, on en avait parlé par rapport à l'évaluation des risques, également de dépendance ou encore d'image. Vous allez avoir un exercice pour un peu mieux comprendre cette notion d'image, mais par exemple si mes fournisseurs à moi, si je prends le cas d'Apple par exemple, où je sais que j'ai des entreprises, en tout cas des fournisseurs où mes salariés sont maltraités, qu'il y a des personnes qui s'endorment, voire pire, qui se suicident sur leur lieu de travail, et que Apple travaille avec ses fournisseurs, cela va avoir un impact direct sur l'image de cette entreprise qui se fournit auprès de fournisseurs qui ne respectent pas les droits de l'homme ou d'autres droits encore. Et dernier enjeu, je précise que cette évaluation est essentielle pour les nouveaux fournisseurs, pour voir tout simplement est-ce qu'ils assurent, parce que je peux faire une évaluation à l'avance quand j'ai fait justement mon choix, mais il faut que je puisse garantir par la suite que je ne me suis pas trompé dans mon évaluation. Les fournisseurs récurrents, parce que je fais appel à eux tout le temps, et sinon pour mes achats stratégiques, c'est-à-dire qui passent dans le processus de production, vous comprenez que pour mon boulanger, évaluer mon fournisseur de farine reste capital pour lui. Et donc à la page 231, vous avez un schéma que je vais détailler et illustrer avec les pages qui suivront également de votre manuel. Donc à la page 231, vous avez donc plusieurs étapes. Et la première, c'est déjà de faire le bilan du panel actuel. Déterminer combien j'ai de fournisseurs, leur catégorie, volume, montant, etc. Toutes ces informations que j'ai déjà précisées dans le chapitre 11 quand je vous ai parlé de la base de données fournisseurs. Avoir un grand nombre d'informations sur chacun de mes fournisseurs. Étape 2, définir des thèmes et des indicateurs d'évaluation. Donc on va appeler ça ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance. Donc on va en avoir plusieurs rubriques. Là à nouveau votre manuel vous en propose plusieurs que j'ai complétées, mais évidemment il y en a encore d'autres, cette liste est non exhaustive. Donc le respect de la qualité pour commencer. Est-ce que mon fournisseur respecte mes cahiers des charges? Est-ce qu'il maintient cette qualité dans le temps? Également la qualité administrative dans mes relations avec justement les assistants de gestion qui sont de l'autre côté, et est-ce qu'il est réactif si j'ai un problème de non-qualité? Deuxième famille d'indicateurs clés de performance, tout ce qui est lié à la logistique. Est-ce que par rapport à mes livraisons, est-ce que c'est conforme? Est-ce que j'ai bien la bonne quantité? Est-ce qu'il ne se trompe pas dans les références qu'il me fournit? Est-ce qu'il respecte bien entendu le délai de livraison? Et si j'ai une variation de la demande, est-ce qu'il est très réactif? Et dernière famille, tout ce qui est lié à la relation commerciale. Là, on va retrouver les prix, est-ce qu'il les respecte? Et également, est-ce que l'évolution des prix qu'il me fait subir reste, je dirais, justifiée et compréhensible? Est-ce qu'il est très réactif par rapport à mes différentes demandes? Est-ce que ces commerciaux sont disponibles? Et par rapport à la collaboration, est-ce qu'il est disponible? Parce que comme on a vu dans le chapitre numéro 11, je peux avoir réellement un accord, pas vraiment un accord, mais une relation gagnante-gagnante entre client et fournisseur, où on va même aller avoir jusqu'à des processus d'innovation. Je vais demander à mon fournisseur d'innover, parce que moi j'ai une demande assez spécifique, et ensemble on va travailler pour innover sur ce nouveau produit dont j'ai besoin et que lui serait capable de me fournir. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il est disposé à collaborer ou non par rapport à mes demandes actuelles et également futures? Pour terminer sur l'étape numéro 2, j'ai donc, comme je vous l'ai précisé, donc différentes catégories. Je dois également déterminer les limites acceptables en fonction des catégories. Donc, je dois dire, par exemple, un cas très simple, respect de délai de livraison. Quelle est la limite que je pourrais accepter en termes de délai? Donc là, je reviens sur également mon stock de sécurité. Et je vais élaborer un tableau de bord pour pouvoir suivre ces différents indicateurs. Un exemple de tableau de bord, votre manuel vous le propose à la page 232.
Je retrouve sur la même page mes différents fournisseurs, donc on peut très bien imaginer ce tableau de bord sur Excel, donc fournisseur 1, fournisseur 2. Je retrouve donc une période. On verra un petit peu plus tard que je vais évaluer mes fournisseurs en fonction de leur catégorie tous les trimestres ou plutôt même tous les ans. Trimestre c'est un petit peu court, mais on en revient toujours pareil, tout dépend du produit et de la catégorie de fournisseur. Je retrouve ici mes différents critères à évaluer et je peux avoir d'autres renseignements comme des ratios. Ici on vous en propose 3. Troisième étape, évaluer périodiquement. Ça y est, tout est préparé, j'ai mon tableau de bord qui est prêt et je vais donc définir à quelle fréquence d'évaluation donc je vais évaluer mes fournisseurs et je vais donc avoir besoin également d'une fiche. Cette fiche, on vous la propose à la page 232, où j'ai donc mon fournisseur qui est tout en haut et mes différents critères avec les différents coefficients. Donc la fiche est relativement bien détaillée. Et à la fin, l'objectif, c'est donc d'avoir, comme vous pouvez le constater ici, différentes notes. En fonction de la note obtenue, je vais avoir 4 familles différentes. Première famille, donc 4 catégories. Première catégorie, la catégorie A à consulter en premier. Je sais que une note au-dessus de 15 sur 20, c'est donc plutôt très bien. Ça fait donc partie des fournisseurs que je garde et ça va être mon fournisseur numéro 1. Si jamais j'ai plusieurs fournisseurs pour le même produit, je peux les classer dans la catégorie B parce qu'ils ont donc une note entre 13 et 15. Et si jamais j'ai donc une défaillance de mon fournisseur numéro A, je vais donc pouvoir faire appel à eux. C'est toujours bien d'avoir un plan B justement en cas de problème. Bon, je reviens sur mon boulanger, ça serait bien d'avoir 2 fournisseurs au niveau de sa farine. J'ai mon fournisseur numéro 1 privilégié, mais si jamais lui me fait défaut, c'est toujours bien d'en avoir un deuxième sous le coude qui est peut-être moins noté, mais il faut quand même que je puisse trouver mon produit, en tout cas mes matières premières, en cas de défaillance du premier. Je vais avoir une troisième catégorie, la catégorie C. Donc là, ce sont des fournisseurs qui sont totalement désapprouvés parce qu'ils ne respectent pas un certain nombre de critères, en tout cas que j'aurais prédéfinis, mais je vais le mettre en sommeil. C'est-à-dire que je vais quand même suivre par la suite. Est-ce que ce fournisseur-là ne va pas peut-être s'améliorer dans le temps? Donc je vais quand même continuer un petit peu à entretenir une relation avec lui et voir un peu cette évolution. Par contre, catégorie D, s'ils sont donc en dessous de 10, c'est automatiquement des fournisseurs que je vais sortir du panel, donc de ma base de données fournisseurs. Ils n'ont rien à faire, je ne vais pas perdre de temps avec eux. Et je vais donc avoir une dernière étape, c'est qu'une fois que j'ai constaté auprès de certains fournisseurs un grand nombre de dysfonctionnements, je vais pouvoir leur demander des actions correctives. Tout simplement pour qu'ils puissent s'améliorer et qu'on puisse continuer de travailler dans de bonnes conditions ensemble. Je dois donc créer une fiche de type de demande, donc où je vais pouvoir mettre les différents faits constatés et également qu'est-ce que je demande en compensation ou en amélioration future. Fixer un délai maximal de réponse parce que évidemment j'attends une évolution. Tout dépend de ma demande. Si je reviens dans le cas de Apple, où on va avoir par exemple comme critère, vous allez le voir, tout simplement que je lui demande par exemple de faire en sorte que tous leurs salariés travaillent moins de 60 heures par semaine, parce que vous doutez bien qu'en Chine on n'est pas à 35 heures, je vais lui demander de faire cet effort-là pour moi si il veut qu'on continue de travailler ensemble, mais je ne vais pas lui demander un délai de 24 heures pour le faire. Je vais peut-être lui demander, ok, l'année prochaine, je vous demande, est-ce qu'il y ait peut-être que là vous étiez à 80%, allez, je vous laisse un an pour être à 95%. Hein, on va rester raisonnable, on va essayer de discuter ensemble et négocier ensemble pour se fixer justement une évolution et également un délai. Et dernier élément, réaliser le suivi en nommant éventuellement un responsable, donc responsable de la qualité, ça c'est donc dans les grandes entreprises, pour faire appel à lui. Je complète cette diapositive en précisant à nouveau que les critères et les fréquences d'évaluation sont adaptés en fonction donc de la catégorie des fournisseurs, parce qu'entre des achats stratégiques, et je reviens à mes petites ramettes de papier ou à mes produits d'entretien, bon, vous comprenez que je ne vais pas les évaluer à la même fréquence, voire même pas du tout les évaluer. Généralement, on est sur des évaluations une fois par année, même pour les achats stratégiques, parce que tout dépend, hein. Évidemment, si on vous fournit tous les jours des matières premières, vous allez quand même pouvoir les évaluer
trimestriellement. Par contre, si vous avez que 5, 6, 7 commandes par an, évidemment, ça ne vaut pas vraiment la peine de faire des évaluations trop rapprochées. Une fois l'année, c'est déjà pas mal. On peut aller jusqu'à, pour évaluer ses fournisseurs, rendre visite à notre fournisseur, constater par soi-même justement mes différents critères. Je reviens toujours sur le cas de Apple. Apple se rend auprès de ses fournisseurs pour constater eux-mêmes les différentes demandes qu'ils ont pu faire auprès de leurs fournisseurs. Ou je peux également faire appel à un audit externe, donc des spécialistes d'une entreprise donc de services, qui vont venir voir mon fournisseur et faire eux-mêmes et l'évaluer eux-mêmes et me fourniront les résultats de leur étude par la suite. Et on n'oublie pas, par rapport à toute cette évaluation, de mettre à jour sa base de données pour continuer d'avoir des traces de cette évaluation.